el tema d'aquesta segona trobada dels diàlegs de Meritxell és llengües i pensaments. Per atensar-se una mica, per endinsar-nos en aquest tema, tenim l'honor de rebre avui aquí el professor emèrit de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, el senyor Heinz Wiesmann, així com l'assagista, poeta, traductor i assagista, el senyor Arnau Pons. Les dialogues de Meritxell veulent faire écho, selon l'expression chère à M. Wiesmann, à cette expérience du contact, de la rencontre et de ce possible retour à soi critique et créateur. Les dialogues de Meritxell veulent faire écho à cette expérience qui est au fond notre expérience, à savoir l'expérience andorrane. Voilà. L'Andorre est en effet, d'une façon essentielle, structurelle, constitutive, le lieu historique, le lieu politique, géographique, démographique, culturel et économique de ce croisement de frontières, de ce passage, de cette double ou triple ouverture à la langue de l'autre. L'Andorre est peut-être le lieu privilégié de cette interrogation portant sur l'identité, sur ce que c'est qu'être soi quand on est traversé par l'autre, par une pluralité de langues. La première réflexion sur les langues se trouve dans la Bible. Tout le monde connaît le récit de Babel, qui présente la pluralité des langues comme une punition infligée par Dieu à l'orgueil humain. Et cette idée est restée présente dans notre civilisation jusqu'à aujourd'hui. Le regret, la nostalgie, l'idée qu'il pouvait y avoir une langue dans laquelle tout le monde se retrouvait, nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que certains aspects de la langue internationale dont nous servons, cet anglais très, très artificiel, qui n'est pas le vrai anglais ni d'Angleterre ni des États-Unis, eh bien, renvoie à cette nostalgie. Une langue étrangère qui n'est pas à l'intérieur de ma propre langue peut me réveiller comme une claque. Vous avez évoqué le toucher, parfois violent, qui fait que je suis déstabilisé parce que l'autre langue, évidemment, fait apparaître que l'usage que je fais de la mienne est un usage un peu routinier. Je ne suis pas suffisamment attentif aux mots que j'utilise et aux structures syntaxiques aussi. Parce que la langue étrangère, en général, a des structures syntaxiques complètement différentes. J'ai lu le livre que Heinz vient de publier, Penser entre les langues, et disons que je dois faire référence à ma propre expérience de Majorquin. Dans mon cas particulier, il y a le fait que mon identité, c'est-à-dire celle que j'ai reçue dès la naissance, est une identité blessée. J'avais une langue dans la maison, la langue de la mère, la langue du père, la langue des amis, et au moment où je suis allé à l'école, scolarisé, cette langue disparaissait. Je ne pense pas qu'on puisse sortir indemne de la rencontre avec une autre langue. C'est toujours une secousse, quelque chose, peu importe, les situations existentielles sont évidemment parfois plus graves, parfois moins graves, mais le phénomène que je décris, c'est que cette blessure-là nous offre une chance. Comme la punition divine de Babel nous offre une chance. Cette dualité est infiniment féconde. C'est d'elle qu'on tire en fait toutes les ressources de création de soi et de création de sa propre langue. Si on veut être fraternellement unis, on est obligé d'entrer dans cette profondeur historique de la langue, puisque ce que je dis a toujours déjà eu une histoire. Et si je ne suis pas conscient, plus ou moins conscient évidemment, de ce qui résonne en profondeur avec les mots et les formules, les images, etc., je ne peux pas communiquer. Je peux informer. Et alors il y a une sorte de confusion absolue aujourd'hui, puisqu'on appelle communication l'information. Alors, la communication, c'est la résonance de deux êtres qui ont réussi à simplement faire passer d'une langue à l'autre, d'une manière de parler la même langue à une autre manière de la parler, de faire passer quelque chose d'eux-mêmes. Ça, c'est la communication. Tandis que l'information porte uniquement sur la chose.
toute culture vivante connaît des renaissances. Parce que la culture devient aussi à un certain moment quelque chose de tellement évident que ça ne produit plus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un phénomène extraordinairement intéressant à étudier. Ceux qui sont dans le présent un peu figé d'une culture ou d'une langue, qui est le reflet de la culture, vont se tourner vers une époque antérieure et s'en servir pour imaginer un au-delà du présent. C'est ça la Renaissance, parce que la grande Renaissance européenne, ils ne voulaient pas redevenir romains ou grecs. Ils se sont servis des Romains et des Grecs pour se libérer d'un présent qui était un présent mort. C'est ça que Dante a fait. Tous les grands renaissants se sont servis du passé pour forger une utopie d'avenir. C'est ça, donc c'est la création. Et je crois qu'on est tout le temps en train de se servir du passé pour faire de l'avenir. Et il y a une nouvelle d'Italo Calvino où il est dans un bar où éclate une rixe. Et lui reste assis devant le zinc, les gens se tapent dessus, ils cassent les chaises, etc. Et à la fin, quand le calme est revenu, Italo Calvino, lui, demande à un de ceux qui étaient encore là, « Dis-moi ce que j'ai vu. » Voilà le rôle du langage. Dis-moi ce que j'ai vu. Parce qu'il n'est pas le simple fait d'avoir vu des faits. Manque d'artifice. C'est artifice, c'est créativité langagière. Parce que quand vous rêvez, par exemple, tous les rêves que vous n'avez pas verbalisés, vous les oubliez. Vous ne pouvez pas vous souvenir d'un seul rêve que vous n'avez pas dit. Voilà à quoi sert la langue. Avec le langage, nous sommes en train constamment de nous créer des mondes. Et créer ces mondes, ça suppose que les individus interviennent avec leur vécu. Et si la langue ne permet pas à l'individu de s'exprimer, parce que c'est une langue qu'on a réduite, et c'est le début de notre conversation, à une langue des choses, dans ce cas, eh bien, c'est cuit. On ne peut pas supporter à la longue d'être réduit à une langue qui ne laisse pas au sujet la possibilité d'apparaître. Voilà. Et c'est ça, tout l'enjeu est là. Et le rapport entre les langues, il a cette vertu majeure de nous renvoyer à notre pratique de la langue, c'est-à-dire nous débarrasser, comme à la Pentecôte, de l'illusion qu'il y ait une seule langue qui, pour tous, dit la même chose. Voilà, plusieurs langues, et il faut s'en féliciter. Vous allez terminer, vous. En vous remerciant tous d'être là, et en espérant donc que l'Andorre puisse effectivement continuer donc ce travail de réinvention de soi et en même temps de réflexion, peut-être de ce que peut être donc une identité contemporaine. Voilà. Merci à tous.